En RDC, une trentaine de militants du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été libérés dans la soirée de mardi après avoir été arrêtés à Goma lors d'un rassemblement interdit par les autorités. En Libye, au moins 12 personnes ont été tuées ce mercredi dans un attentat suicide contre le siège de la Haute Commission électorale libyenne à Tripoli. On en parlera également dans cette édition. Et puis au Gabon, le gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé a présenté sa démission au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, une trentaine de militants du mouvement Lutte pour le changement Lucha ont été libérés dans la soirée d'hier mardi après avoir été arrêtés à Goma, leur fief dans l'est du pays, lors d'un rassemblement interdit par les autorités. La police qui les avait interpellés les accuse d'avoir troublé l'ordre public. Ils ont été libérés, a dit le maire de la ville, sans autre précision. Ils ont trouvé que nous n'avions commis aucune infraction, a ajouté Ghislain Mouiwa, porte-parole de Lucha, mouvement qui demande le départ du président Joseph Kabila et des élections libres. Au total, 27 personnes ont été arrêtées, avait indiqué ce porte-parole plus tôt dans la journée. Parmi les militants interpellés figuraient deux leaders, selon lui, Fred Boma, arrêté entre mars 2015 et août 2016, et Rebecca Kavugo, récompensée en mars 2017 parmi 13 autres femmes par le département d'État américain. Ces jeunes gens étaient en train de troubler l'ordre public. Ils seront auditionnés puis déférés devant la justice, avait déclaré un commandant de police sous couvert d'anonymat. Nous avons interdit toutes sortes de manifestations dans la ville, avait indiqué le maire de Goma. Le maire, désigné par ordonnance présidentielle et non élu, a rappelé que Goma était endeuillé par une fusillade dans un quartier périphérique dimanche soir. 7 personnes ont été tuées et 18 blessés quand un groupe d'hommes a tiré sur la population. Selon le maire, Lucha, qui fête ses 6 ans d'existence ce 1er mai, voulait dénoncer les massacres de Congolais dans cette province du Nord Kivu, hantée par les milices armées. Un rassemblement de l'opposition a été autorisé mardi dernier dans la capitale, Kinshasa, pour la première fois depuis septembre 2016. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 pour le départ du président Joseph Kabila, toujours au pouvoir alors que son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Au moins 12 personnes ont été tuées et 7 blessées ce mercredi dans un attentat suicide contre le siège de la Haute Commission électorale libyenne à Tripoli. Cette attaque meurtrière a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Plus de détails à travers ces images. 4 individus armés ont attaqué le bâtiment de la Haute Commission électorale libyenne, HNEC, dans la matinée, selon Mohamed Al-Damia, un haut responsable de sécurité à Tripoli. Ils ont abattu les gardes avant de tirer sur les personnes présentes sur les lieux, a-t-il ajouté. Au moins 2 assaillants ont ensuite fait détonner leurs charges explosives à l'arrivée des forces de sécurité, a-t-il ajouté, précisant que le siège de la HNEC avait pris feu et été gravement endommagé. L'attaque a fait au moins 12 morts et 7 blessés, a indiqué le ministère de la Santé dans un nouveau bilan. Selon des témoins, des tirs ainsi qu'au moins 2 explosions ont été entendues aux abords de la HNEC. Un périmètre de sécurité a été installé autour des lieux, empêchant les journalistes et badauds de s'approcher. Dans un communiqué, le gouvernement d'Union nationale, GNA, a dénoncé une attaque terroriste. Cette attaque lâche n'empêchera pas le GNA de continuer à apporter son soutien à la HNEC, a indiqué le cabinet de Fayez Al-Sarraj, affirmant son engagement à respecter le processus démocratique pour la tenue des élections afin de mener la Libye à bon port. La mission de l'ONU en Libye, MANUL, a également condamné l'attentat avec la plus grande fermeté. De telles attaques terroristes ne dissuaderont pas les Libyens d'avancer dans le processus de consolidation de l'unité nationale et de construction de l'état de droit et des institutions, a ajouté la MANUL sur son compte Twitter, appelant les autorités libyennes à poursuivre et traduire les auteurs de l'attaque en justice le plus rapidement possible. La communauté internationale presse les autorités du pays de tenir des élections en 2018, espérant le rétablissement de l'ordre dans ce riche pays pétrolier. Mais aucune date pour ces élection n'a été encore fixée, alors que leur tenue doit être précédée par un référendum sur un projet de constitution et la rédaction d'une loi électorale. En attendant, 2,4 millions d'électeurs ont été
enregistrés par la HNEC sur une population de 6 millions. En bref, au Mali, 17 civils, dont des personnes âgées, ont été tués mardi dans 2 villages proches de la frontière avec le Niger. L'annonce a été faite ce mercredi par 2 groupes combattants locaux, le Gatia et le MSA, qui dénoncent des horreurs inégalées. Les assaillants, après leur forfait, auraient emporté des biens appartenant aux populations. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais les éléments du groupe djihadiste État islamique dans le Grand Sahara sont suspectés. Il faut dire que cette tuerie intervient après de récentes attaques qui avaient fait au moins 47 morts dans la région de Ménaka, une zone où les djihadistes ont récemment subi de lourdes pertes face à la force française Barkhane et à l'armée malienne. En Centrafrique, au moins 16 personnes, dont un policier, un prêtre et un enfant, ont été tués mardi dans la capitale Bangui. C'était au cours d'affrontements entre un groupe armé et les forces de sécurité intérieure. Un regain de tension qui fait ressurgir le spectre des violences interreligieuses dans ce pays. Reportage. Ces affrontements plongent une fois de plus la capitale centrafricaine dans un nouveau cycle de violence. Opposant un groupe armé aux forces de sécurité, les violences ont fait au moins 16 victimes. Parmi elles, un policier, un prêtre et un enfant. On enregistre également 96 blessés dans les environs du quartier musulman du PK5. Des échanges de tirs intenses ont été enregistrés en fin de matinée mardi à Fatima, dans le 3e arrondissement de Bangui, entre les forces de sécurité intérieure et des éléments armés du groupe criminel du dénommé Force. Ces derniers auraient ouvert le feu après l'arrestation d'un des leurs par les forces de sécurité. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'en fin d'après-midi. Bangui, relativement épargné par les violences depuis plus d'1 an, connaît un regain de violence depuis environ 1 mois. Début avril, les forces de sécurité centrafricaines et la MINUSCA avaient lancé une opération militaire visant à déloger les groupes armés du PK5, s'attaquant notamment aux milices du général Force afin de ramener la paix dans ce quartier. Au moins 2 personnes avaient été tuées dans des affrontements et au moins 56 autres, dont des casques bleus, avaient été blessés. Rendons-nous à présent au Nigeria où le gouvernement a ordonné ce mercredi le renforcement des mesures de sécurité près des marchés et lieux de prière dans le nord-est du pays. Ces mesures interviennent au lendemain d'une double attaque terroriste qui a fait au moins 86 morts. Les images. Les abords des marchés et lieux de prière désormais sous haute sécurité dans le nord-est du Nigeria. La mesure fait suite à la double attaque terroriste qui a fait mardi des dizaines de morts. En effet, un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée de Mumbi dans l'état d'Adamawa, puis un second dans un marché qui se trouve à proximité au moment où les fidèles s'enfuyaient. Selon le responsable de l'Agence nationale de gestion des urgences, 26 personnes ont perdu la vie dans ces attaques, tandis que 56 autres ont été blessées, dont 11 très grièvement. Du côté des habitants, on soutient plutôt que ces attaques ont fait 60 morts. Des attaques que le gouvernement nigérian qualifie de choquantes et de révoltantes, soutenant que la profanation d'un lieu de prière par des criminels est tragique et condamnable. Notons que la ville de Mumbi a été régulièrement visée par les attaques du groupe Boko Haram qui sévit dans le nord-est du Nigeria. La présente attaque s'est par ailleurs produite au lendemain de la visite du président Muhammadu Buhari à Washington, où il a remercié son homologue Donald Trump pour son aide contre le groupe Boko Haram. Au Gabon, le gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondi a remis sa démission, ceci au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. Cette démission du gouvernement est la conséquence directe de la dissolution du pouvoir législatif. Plus de précisions à travers cet élément. Conformément à la demande de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre gabonais a présenté la lettre de démission de son gouvernement.
Emmanuel Issoze Ngandé et son équipe quittent leurs postes respectifs au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle qui avait aussi demandé le départ du gouvernement. Ceci conformément à la nouvelle constitution gabonaise et au regard du fait que Libreville n'a pas pu respecter l'obligation d'organiser des élections législatives au plus tard le 30 avril 2018. En attendant l'annonce d'une nouvelle date pour la tenue des dites élections qui ont déjà été reportées à 2 reprises depuis décembre 2016, le nouveau gouvernement qui sera formé sera responsable devant le président de la République. Quant au Sénat, il prend le relais de l'Assemblée nationale en attendant l'élection de nouveaux députés. Au Malawi, les autorités anticorruption ont fait savoir ce mercredi qu'elles continuaient à enquêter sur l'éventuelle implication dans un vaste scandale de corruption de l'ex-présidente du pays, Joyce Banda. Cette dernière est rentrée au pays le week-end dernier après 4 années en exil. Reportage. Si l'ancienne présidente du Malawi a affirmé dans des propos récents n'avoir commis aucun délit, les autorités anticorruption du pays, elles, semblent penser tout le contraire. Elles ont déclaré mercredi continuer à enquêter sur l'éventuelle implication de Joyce Banda dans un vaste scandale de corruption. L'affaire dite du Cashgate a éclaté en 2013 alors qu'elle était encore présidente du Malawi. Le scandale l'avait contrainte à quitter son pays en 2014. Un audit international avait révélé que 30 millions de dollars avaient été siphonnés des caisses du pays au profit de dizaines de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. Lors de ses récentes déclarations, Joyce Banda a fermement nié toute implication dans l'affaire. L'ex-chef de l'État a dénoncé des accusations politiques et affirmé que le bureau anticorruption l'en avait totalement blanchi. Première femme à la tête du Malawi, l'ex-présidente du pays est rentrée après 4 années d'exil la semaine dernière. Son retour au pays intervient à 1 an des élections présidentielles et législatives prévues en 2019. Mais elle ne s'est toujours pas prononcée quant à son éventuelle candidature au scrutin à venir. À Madagascar, pour la 9e journée consécutive de manifestation, les 73 députés de l'opposition, rebaptisés députés pour le changement, ont boycotté l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. À 7 mois des élections générales, le chef de l'État est confronté à une fronde inédite depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Alors que se poursuit la 9e journée consécutive de manifestation contre le gouvernement malgache, les 73 députés de l'opposition rebaptisés députés pour le changement ont boycotté l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et ce, tant que la Haute Cour constitutionnelle n'a pas examiné leur demande, y compris leur demande de destitution du président. Arrêter toute forme d'hostilité les uns vis-à-vis des autres, déjà d'une part, regarder l'intérêt de la population, c'est-à-dire arriver à une forme d'apaisement au niveau de la population et surtout revenir, s'il le faut, discuter. Je crois que chaque député est responsable de son acte et quand il y a une ouverture d'une session ordinaire, n'importe les différentes opinions ou de points de vue, la première chose à faire, c'est de respecter le peuple et de venir à l'ouverture à l'Assemblée nationale. Dimanche dernier, le président Eri a catégoriquement exclu d'obtempérer aux injonctions à la démission de l'opposition qui manifeste dans la capitale Antananarivo contre les lois électorales. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.